accident come up. Damn! Yeah. That's it. That's it. Aïe, aïe. La douleur. Ah, tu vois, ça fait une bonne intro pour te parler de l'intensité des séries. Bah là, j'ai des courbatures depuis 4 jours infernales. Et j'ai pas respecté ma fameuse intensité de série et je le paye cash. Je me suis assis au chiottes tout à l'heure, enfin tu dois connaître ça de toute façon. J'ai dû me tenir au mur pour me relever, c'était un plaisir. Un seul facteur d'entraînement ne permet pas d'optimiser ta prise de muscle. En revanche, un seul facteur peut réduire tous tes efforts à néant, c'est l'intensité de série. Tu auras beau optimiser ton volume d'entraînement, le choix de tes exercices, les charges utilisées, faire varier tes efforts entre tension mécanique et stress métabolique. Si tu as une intensité de série de merde, tu ne progresseras pas. Hop hop hop, instant promo. Si tu regardes mes vidéos et que tu es un peu perdu avec toutes ces informations, que tu n'arrives pas à créer tes entraînements et ta programmation, alors envoie-moi un mail à cette adresse ou via Instagram. Sinon, tu peux te rendre dans la description et prendre un rendez-vous sur le lien Calendly pour qu'on puisse discuter en direct de tes problématiques. Allez, sur ce, bonne vidéo. Mais alors, qu'est-ce que l'intensité de série? Aujourd'hui, tu devrais être content. Oh merde. Quand je suis content, je vomis. Parce qu'on va moins parler technique. Il n'y aura pas de calcul mathématique infernal comme le fameux 1RM théorique qui apparaît d'ailleurs faussement dans ma dernière vidéo. Au montage, une addition est sortie de l'équation. Je te replace donc le bon calcul ici, mais pas de panique, c'est le premier et le dernier calcul de la vidéo. Le 1RM théorique, c'est donc nombre de répétitions fois charge fois 0,033 plus charge utilisée. Ça m'a tué de voir cette erreur une fois la vidéo postée sur YouTube, malgré toutes les vérifications. Enfin bref, fini avec les calculs. Dans la musculation et la préparation physique, il est courant de parler d'intensité pour évoquer le pourcentage de charge de 1RM utilisé lors des séries de travail. Mais rassure-toi, pas de pourcentage ni de 1RM ici. Je vais te parler de la vraie intensité, qui est une notion plus abstraite et difficilement réellement mesurable et quantifiable. C'est l'intensité de travail ou d'effort perçu. On en a beaucoup entendu parler dans les sports de force, parce que l'on sait qu'à des charges très élevées, le système nerveux prend la foudre, et que si on se grille en étant trop proche du maximum réalisable, on va droit au crash nerveux. Pour la musculation, c'est un petit peu la même chose, mais si tu n'as jamais expérimenté de crash nerveux, j'en suis désolé pour toi, mais c'est que tu t'es jamais vraiment entraîné intensément. Bon, du coup, l'intensité dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la proximité à l'échec de tes efforts. Tu t'es très probablement fait manger le cerveau par des vidéos où tu vois des mecs s'entraîner comme des gros bourrins, dépassant largement l'échec musculaire, nerveux et technique, en réalisant par exemple des séries assistées au-delà de l'échec, pour casser plus de fibres. Ça c'est du spectacle, mais si tu veux en voir, va au Cirque Pinder. Mais évite s'il te plaît ce genre de merde, full ego lift. Plus récemment, on a vu arriver la pensée opposée, avec la fameuse exécution parfaite et les tempos à gogo. Je te donnerai mon point de vue à la fin de la vidéo, sur ce qui pour moi est le plus intéressant pour la prise de muscle. Allez, assez papoté, on a beaucoup de choses à voir, alors c'est parti. Il me semble essentiel que je te donne un maximum de points de repère quant à l'intensité que tu vas devoir atteindre lors de tes séries. Pour ce faire, je vais commencer par te décrire l'intensité d'un échauffement qui sera l'intensité la plus basse que tu auras lors de ton entraînement et qui me permet de poser les bases. L'objectif premier d'un échauffement, c'est de te faire monter en température et de te préparer à l'effort. Retiens que la température optimale de performance sportive se situe aux alentours des 38,5. Tu dois donc avoir chaud à la fin de ton échauffement. Un échauffement type pour moi, c'est le suivant. Tu prends déjà des petites haltères de 2 à 4 kg et tu vas réaliser la série suivante de full body. Tu feras du curl biceps dans toutes les positions, donc en prise supination, en prise neutre et en prise pronation. Du développé militaire debout, du rowing buste penché ou sur banc, du RDL ou du jambe tendue, de l'oiseau, du développé couché, de l'écarté couché, du magic triceps et pour finir quelques squats poids de corps. Tu peux pourquoi pas rajouter quelques crunchs si jamais il fait froid dans ta salle et que tu veux vraiment faire monter ta température plus rapidement. Tu feras entre 10 et 15 répétitions par exercice, cela devrait largement suffire. Si jamais ça ne suffit pas, tu refais un tour complet. Si jamais tu as des soucis de stabilité, notamment au niveau de l'articulation de l'épaule, tu peux rajouter quelques exercices bien spécifiques pour échauffer un peu plus ta coiffe des rotateurs. Ce n'est pas forcément obligatoire. Cet échauffement doit te paraître d'une grande facilité et tu ne perçois même pas la notion d'effort. Tu peux parler en même temps et tu n'as pas besoin de concentration et de gainage particulier pour réaliser ces mouvements, même si bien sûr,
tu vas t'appliquer pour les réaliser. L'échauffement général est maintenant réalisé. Tu connais donc l'intensité la plus basse que tu auras lors de ta séance et tu as chaud. Une fois que tu as fait ton échauffement général, tu peux tout à fait échauffer en plus les muscles qui seront stabilisateurs et moteurs de ton premier mouvement. Par exemple, si tu fais du développé couché, je vais te conseiller d'échauffer en plus le grand dorsal et les fixateurs de l'omoplate parce qu'ils seront très importants dans la stabilité de ton mouvement. Et pour les muscles moteurs, d'activer tes pectoraux, tes triceps et tes épaules. Donc de rajouter un échauffement un petit peu plus important qu'un échauffement général sur ces muscles que je viens de te citer. L'échauffement général, puis des muscles moteurs et des muscles stabilisateurs est maintenant réalisé. Tu vas donc maintenant passer à l'échauffement spécifique du mouvement que tu as réalisé en premier exercice. Cet échauffement spécifique, c'est simplement la montée en gamme qui va te permettre d'arriver sur tes premières séries effectives. Dans cet exemple, tu réalises un développé couché à la barre. Ta première série sera effectuée à barre à vide. L'idée ici, c'est de prendre tes marques, ta trajectoire, ton placement et tes repères. Ensuite, en fonction de la charge et des fourchettes de répétition que tu as réalisées, tu vas mettre en place ta montée en gamme. L'intensité va graduellement monter sans pour autant correspondre à une intensité de série. Tu dois rester très loin d'un potentiel échec. L'échauffement spécifique doit te permettre de préparer tous tes systèmes musculaires, articulaires, tendineux, nerveux et énergétiques à l'effort, mais sûrement pas de commencer à taper dedans. L'intensité de ta gamme montante est donc très faible jusqu'aux 2 dernières barres d'échauffement qui doivent être suffisamment proches de la charge de ta première série de travail. Ces 2 dernières séries sont loin d'une haute intensité de travail, mais tu ne pourrais pas réaliser 10 répétitions supplémentaires non plus. Je viens d'introduire la notion de marge. Marge. Et voilà, t'as rien vu venir mon gars. C'est elle qui va déterminer l'intensité de tes efforts. Figure-toi que je vais te demander dans un futur très proche de déterminer à l'avance ta marge par série et non plus d'en être conscient une fois l'effort passé. Le concept te paraît peut-être fumant, mais crois-moi que c'est cette notion qui fera toute la différence dans tes entraînements et dans tes futurs résultats. Pour avoir une idée de sa marge par série, il faut cependant connaître 3 notions importantes. L'échec musculaire, l'échec nerveux et l'échec postural ou technique. Commençons par l'échec musculaire. C'est un arrêt de l'effort lié à l'épuisement musculaire. Il est principalement dû à l'incapacité du muscle de générer de la force, à l'épuisement des réserves énergétiques, comme le glycogène musculaire, à l'accumulation d'acide lactique et à la fatigue musculaire. C'est ce vers quoi tes efforts doivent tendre. Sur ce style d'échec, tu as su conserver la bonne trajectoire, le bon placement, la bonne technique et le bon recrutement des muscles moteurs du mouvement. On s'attend à ressentir ce genre d'échec musculaire sur des séries plus ou moins longues, d'au moins 10 répétitions. Mais en réalité, si tu cumules bonne fourchette de répétition, bonne marge et bonne charge de travail, tu peux complètement atteindre cet échec sur des séries de 5 répétitions. Passons à l'échec nerveux. C'est celui qui va te faire voir des étoiles. Comme tu l'as compris dans ma dernière vidéo sur les charges de travail, je te déconseille de t'entraîner en dessous de 5 répétitions pour t'éviter d'abord à travailler à des pourcentages de charge trop élevés. L'échec nerveux se produit donc lorsque le système nerveux est incapable de recruter suffisamment de fibres pour réaliser une répétition supplémentaire, même si le muscle est encore capable de le faire sur le plan physiologique. Il est principalement dû à la fatigue du système nerveux qui peut se manifester par une perte de coordination, une réduction de la force musculaire perçue, ou un manque de synchronisation entre les muscles ou entre les nerfs. Un échec nerveux est donc lié au pourcentage de 1RM utilisé et à la mauvaise gestion de sa fatigue et de ses capacités. L'échec nerveux doit cependant être connu et repoussé des athlètes de force, mais pas par celui qui cherche à optimiser sa prise de muscle. Encore une fois, le bénéfice-risque de ce genre de travail est négatif et il amène forcément à un moment ou à un autre à l'échec technique ou postural, le pire des échecs. À vouloir soulever ce que l'on est incapable de soulever, on sacrifie forcément sa forme, en dégradant sa technique et son exécution. Le fameux échec postural ou technique qui peut tout à fait survenir en série de 1 répétition comme en série de 20 répétitions. À partir du moment où tu n'arrives pas à reconnaître ton échec musculaire ou nerveux, autrement dit ta limite maximale d'effort dans une forme acceptable, tu finis forcément par arriver à l'échec postural ou technique, qui peut avoir des conséquences dramatiques. Ça sera la blessure assez rapidement si tu te retrouves régulièrement dans ce style d'échec. J'appelle ça au-delà de l'échec, parce qu'à mon sens, modifier son exécution ou son mouvement pour valider une performance, ce n'est pas progresser, mais c'est juste modifier son mouvement. Par exemple, au soulevé de terre, si pour passer les 200 kg, tu te mets à fléchir grandement ta colonne, tu n'as pas progressé sur ton soulevé de terre, tu as juste réduit le levier au niveau de ta hanche. Parlons un petit peu des avantages et des inconvénients de l'échec. Maintenant, tu as une idée des différents types d'échecs et tu sais que le seul que tu vas devoir expérimenter régulièrement, c'est l'échec musculaire. L'avantage de ce type d'échec, c'est qu'il va te permettre de connaître tes capacités réelles. Et oui, sans jamais aller à l'échec, comment connaître ses réelles limites ? Si tu es débutant, ce que je vais te conseiller sur chaque exercice, ça va être de réaliser une série en max effort, c'est-à-dire que tu vas chercher à te rapprocher le plus possible de l'échec musculaire, mais sans dégradation technique ou posturale bien évidemment. Cela te permettra de plus facilement appréhender ta marge par série puisque tu connaîtras ta limite.
L'avantage de l'échec musculaire, c'est qu'il va te permettre d'obtenir une limite maximale d'effort et donc d'avoir une idée plus précise de la marge à appliquer pour ne pas se griller. Il faut être suffisamment proche de cet échec pour générer suffisamment de stress pour pousser le corps à s'hypertrophier, mais pas trop proche non plus pour éviter l'épuisement et l'allongement des temps de récupération entre deux séances. Pour l'échec nerveux, l'inconvénient est énorme, puisqu'une fois le crash nerveux atteint, tu vas au choix soit être complètement grillé sur tous tes mouvements, soit par chance juste sur les schémas moteurs du mouvement sur lequel tu as atteint l'échec nerveux. Sache que le système nerveux met beaucoup de temps à récupérer, et si tu lui tapes trop fort dans la gueule, c'est 1 à 2 semaines de repos ou au minimum une baisse drastique de l'intensité. Bien entendu, tu n'iras pas chercher l'échec postural et technique parce qu'il n'y en a rien à en tirer, et que tu ne t'entraîneras pas à l'ego, puisque tu choisis correctement tes fourchettes de répétition, ta marge par série, et ta charge de travail. Allez, on arrive au cœur de la vidéo, les échelles d'intensité de série. La petite partie technique, mais tu verras, c'est très simple. Une chose qui est un petit peu plus difficile avec cette variable d'entraînement, c'est qu'elle fait appel à tes sensations et à ton ressenti. Mais tu vas le voir juste après, il ne sera pas question de prédire à l'avance le nombre de répétitions exact, la charge et la marge précise par série. Le tout, c'est d'avoir en tête avant de réaliser ta série, une fourchette de répétition, une charge et une marge à atteindre. Ce qui stoppera ton effort, c'est l'atteinte de cette intensité de série, autrement dit la marge que tu te seras imposée avant l'échec musculaire. Bon, maintenant il faut que tu apprennes à quantifier cette intensité de série. Pour ce faire, tu vas apprendre à utiliser une des deux échelles d'intensité de série suivantes. Le RIR, ou Rep in Reserve en anglais, qui va se traduire simplement par répétition de réserve. Cette échelle est très simple à comprendre, elle va de 0 à 10, avec 0 pour 0 répétition de marge, soit l'échec musculaire, et 10 pour 10 répétitions de marge avant l'échec musculaire. Cette échelle est croissante, au plus ton RIR monte, au plus tu dois avoir de la marge avant l'échec. Tu peux aussi retrouver le RPE qui signifie Rate or Perceived Exertion, bien joué l'accent, et ça signifie le niveau d'effort perçu. L'idée est la même que pour le RIR, si ce n'est que l'échelle est décroissante. Au plus tu seras proche du RPE 10, au plus tu seras à l'échec, au plus tu t'en éloignes, au plus tu auras de la marge. Le RPE est beaucoup utilisé en force athlétique, et il n'est pas forcément question de réelle répétition de marge. C'est plutôt une échelle qui va traduire de l'intensité perçue à l'instant T sur le mouvement. Par souci de simplicité, je vais te conseiller d'utiliser le RIR. Tu as choisi ton échelle d'intensité de série et tu vas donc pouvoir t'imposer une marge par série avant de réaliser tes efforts. Pourquoi je t'ai dit plus tôt que c'est la variable la plus importante de ton entraînement? Parce qu'elle va te permettre de gérer tes efforts et de te retrouver dans l'intensité parfaite pour stresser correctement tes fibres musculaires. Le terrain va cependant apporter une nuance. Cela reste un ressenti pendant l'effort. Difficile d'être précis à une répétition près et en fonction de ton profil, tu te surévalueras ou sous-évalueras. Une méthode assez simple pour savoir si tu es assez proche d'un échec ou d'un RIR 0, c'est de t'intéresser au temps d'effort de tes phases concentriques. Regarde Jeff Nippard sur sa presse à cuisse, c'est le meilleur exemple possible. Au plus il se rapproche de son RIR 0, au plus ses phases concentriques s'allongent. Quand tes phases concentriques dépassent 2 à 3 secondes, tu sais que tu es proche de ton échec. Sur certains mouvements sur lesquels tu es très stable, il est possible de monter beaucoup plus haut, jusqu'à 10 secondes par exemple. À garder en tête que ce repère fonctionne uniquement si tu as l'intention d'être rapide en phase concentrique et que tu ne ralentis pas volontairement cette phase. Ce que je te conseille, c'est d'avoir une fourchette de RIR. Notez par exemple RIR 2-3. Ici, tu dois donc viser 2 à 3 répétitions de marge par série. Mais alors, est-ce que tu dois toujours être à l'échec musculaire pour optimiser ta prise de muscle? Cette fois-ci, la réponse est unanime. C'est non. Tu le sais déjà si tu as regardé mes précédentes vidéos, mais je vais te conseiller de programmer tes entraînements sur 4 semaines, avec une montée progressive de l'intensité, semaine après semaine. Ce que je vais te conseiller, c'est de commencer en semaine 1 avec 2 à 3 répétitions de marge, puis en semaine 2 de viser RIR 1-2, puis en semaine 3 0-1, puis en semaine 4, couplé à une diminution drastique du volume, d'aller chercher le fameux RIR 0, soit 0 répétition de marge avant l'échec musculaire. Autrement dit, tu vas être en effort maximal qu'en semaine 4, voire en semaine 3 sur certains exercices. Si tu t'entraînes constamment à l'échec, la seule option que ton corps va avoir pour supporter la surcharge progressive qui va s'accumuler de semaine en semaine, ça va être de dégrader la technique et donc de se retrouver en échec postural ou technique. Donc l'échec musculaire c'est oui, mais uniquement en semaine 4 après une montée en intensité sur plusieurs semaines. Évidemment, l'échec postural et technique, c'est interdit. Tu dois savoir gérer tes efforts et éviter la dégradation de tes mouvements. Comprends bien que
que de valider une meilleure performance sur un mouvement en dégradant ta technique, c'est très probablement perdre de la tension sur les muscles moteurs et compenser avec d'autres. Ce qui revient à ne pas accumuler plus de tension sur les muscles ciblés et donc limiter leur progression. Bien évidemment, tu ajoutes à ce point négatif le risque de blessure. Pour ce qui est de l'échec nerveux, si tu es débutant, il est probable que tu n'arrives pas à faire la différence avec un échec musculaire. Mais ce n'est pas bien grave puisque sur les premiers mois d'entraînement, les premières améliorations sont surtout nerveuses, avec l'apprentissage de tous les schémas moteurs par exemple. Une fois les premiers mois d'entraînement passés et l'exécution des mouvements appris, tu devrais réussir à faire la différence. Justement, un bon moyen d'en faire la différence, c'est la fatigue résiduelle d'une séance sur l'autre. Tes muscles auront suffisamment récupéré entre 48 et 72 heures pour permettre une nouvelle séance sur ce même muscle. En revanche, si tu t'es épuisé nerveusement, tu devrais sentir une grande difficulté à maintenir tes performances habituelles sur cette deuxième séance de ce même muscle. Retiens que le système nerveux récupère beaucoup plus doucement que le système musculaire. On va souvent parler de 7 à 10 jours de repos pour avoir récupéré nerveusement. Un bon moyen de gérer ses efforts, c'est de toute façon de tester ses limites. Mais il faut savoir le faire avec parcimonie, c'est pourquoi je te conseille de faire des max efforts assez régulièrement, mais sur une seule série par exercice et en RIR 0 ou 1. Autrement dit, avec une répétition de sécurité. Avec le temps, tu dois te connaître et tu dois avoir la capacité de facilement respecter ta marge par série. L'échec en fonction du niveau. Comme je viens de te le dire, avec le temps, tu dois avoir la capacité de respecter facilement ton intensité de série. Tu seras également très stable et tu n'auras pas de difficulté à te rapprocher de ton échec musculaire. En revanche, au plus tu seras avancé, au plus tu déplaceras de grosses charges et au plus il te faudra de temps pour en récupérer. C'est pourquoi il sera essentiel que tu respectes bien ta marge par série et que tu suives la montée en intensité progressive sur 4 semaines. Pour un débutant ou un intermédiaire ou encore un avancé qui aurait du mal à récupérer, je conseille souvent d'utiliser la méthode top set back off set. Autrement dit, une série en max effort RIR 0-1 suivie de 2 à 3 séries en back off avec des RIR 2-3. Cela va permettre d'éviter de cumuler beaucoup de séries à haute intensité et cela permet une récupération facilitée. Pour un débutant et un intermédiaire, il faut que le volume à très haute intensité soit bas. Contrairement à un avancé qui pourra normalement avoir une régularité sur des efforts à très haute intensité. C'est-à-dire qu'il sera constant d'une série à l'autre à une répétition près, il respectera son RIR à la charge imposée. En gros, son niveau de performance ne s'effondre pas d'une série à l'autre. Le dernier problème pour un débutant dans sa capacité à réaliser une série proche de l'échec, c'est sa technique. Est-il capable d'être stable, de conserver la bonne trajectoire, le bon placement et le bon gainage? Si ce n'est pas le cas, pas de proximité à l'échec pour le moment. L'apprentissage technique demande une certaine marge et descendre en dessous d'un RIR 3 n'est pas recommandé dans ce cas de figure. Prends ton mal en patience si c'est ton cas. Privilégie l'apprentissage moteur des exercices. L'intensité viendra. En fonction des exercices, il va être plus ou moins dangereux de chercher une proximité à l'échec musculaire. Par exemple, sur des mouvements libres présentant un levier important pour la hanche comme le squat ou le soulevé de terre, il va être vraiment difficile, passé une intensité de série, de conserver une bonne technique. Il est assez rare sur ce genre d'exercice d'être en échec musculaire parce que ce qui va être vraiment limitant sur ce genre de mouvement, c'est notre stabilité et notre gainage. C'est pourquoi sur tous les exercices en bipédie, autrement dit tous les exercices où le seul contact que tu as avec le sol c'est tes deux pieds, je vais te conseiller de ne pas descendre en dessous d'un RIR 1 voire 2. Pour ce qui est des mouvements libres où tu aurais au moins 3 appuis, autrement dit tes deux pieds et ton tronc, aucun problème pour aller chercher un échec musculaire. Et c'est la même chose pour les mouvements sur machine qui permettent une grande stabilité et une trajectoire guidée dans la plupart des cas. Nuance cependant pour les tractions et les dips qui n'offrent pourtant que 2 appuis. Ici, la colonne est décomprimée par la charge, tu ne risques donc pas la compression et la déformation en simultané, le risque est donc moindre pour la colonne. En revanche, attention sur les dips qui étirent grandement le pec, l'avant de l'épaule et le biceps en proximal de l'omoplate, donc pas de folie sur cet exercice. Pour terminer, tu sais que ma méthode s'appuie sur la logique de l'énergie disponible et la juste utilisation de la tension mécanique et du stress métabolique. Si tu veux avoir plus de détails, tu peux bien évidemment aller voir ma vidéo sur le sujet. Pour faire simple, si tu es sur un exercice où tu cherches à maximiser ta tension mécanique, autrement dit 5 à 8 répétitions, et que tu es sur un mouvement où tu vas avoir 3 appuis ou plus, ou que tu es sur une machine, tu peux te rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. Maintenant, si tu as le même objectif mais que tu es sur un mouvement où tu n'as que 2 appuis, je vais te conseiller de te laisser plus de marge. Pour ce qui va être des séries où tu auras un mix tension mécanique stress métabolique, série de 10 à 15 répétitions, tu pourras avoir une proximité à l'échec importante. Même si tu te trouves sur des exercices où tu vas être en bipédie, j'ai en effet remarqué que le facteur limitant du gainage était moins présent sur des séries un peu plus longues sur ce genre de mouvement. Encore une fois, à adapter en fonction de tes capacités. Si toi tu remarques l'inverse, alors évite ces mouvements-là sur ce genre de série. Pour ce qui va être des efforts où tu vas chercher à maximiser ton stress métabolique, autrement dit des séries de 15 à 30 répétitions, tu vas pouvoir atteindre ton échec musculaire et même le dépasser
en utilisant par exemple des systèmes de rest-pause où tu vas faire des micro-récupérations pour augmenter encore ton temps sous tension et exploser ton stress métabolique. Rappelle-toi que sur ce genre de série, tu vas être sur des isolations. Il va donc être plus difficile de compenser et de tricher sur le mouvement. Puisqu'une seule articulation est engagée, l'effort est beaucoup plus simple, il va te demander beaucoup moins d'efforts nerveux pour garder la trajectoire, le placement et le gainage. Je vais rapidement te présenter quelques petites études qui nous apportent des informations un peu plus précises quant à l'intérêt de l'échec musculaire ou non pour l'hypertrophie. Toujours être prudent quand on vous balance des études, parce qu'en fonction de qui, de pourquoi et de comment, l'étude peut n'avoir aucune valeur terrain. Par exemple, cette étude a comparé 4 méthodes d'entraînement en leg extension. Un groupe réalisait des séries à l'échec à 80% du 1RM. Le second groupe réalisait des séries à 80% du 1RM sans aller à l'échec. Le troisième groupe réalisait des séries en allant à l'échec à 30% du 1RM. Et le dernier groupe réalisait des séries à 30% du 1RM sans aller à l'échec. Après 6 semaines d'entraînement, pas de différence notable entre les 4 groupes. Mais typiquement, cette étude n'a pas une grande valeur terrain, puisque les groupes réalisaient seulement 3 séries de leg extension 2 fois par semaine. Comme tu peux l'imaginer, avec 6 séries de leg extension, on n'est pas dans l'optimal en termes de volume pour la croissance musculaire. Concrètement, il existe très peu de différence d'hypertrophie entre un entraînement réalisé à l'échec ou un entraînement réalisé avec marge. Ce qui semble être pertinent dans cette étude, c'est plutôt l'impact sur la récupération d'un entraînement à l'échec. Et clairement, l'entraînement à l'échec nécessite beaucoup plus de temps de récupération qu'un entraînement avec marge, pour peu ou pas de différence notable sur l'hypertrophie à court terme. Ce que montre ce graphique, c'est le temps nécessaire à un retour nominal de la créatine kinase, qui est un marqueur de fatigue post-entraînement. Il faut 24 à 48 heures de plus pour que le groupe qui s'est entraîné à l'échec ait récupéré complètement. Si tu récupères mieux et plus vite, et que tu peux donc t'entraîner 2 fois dans la même semaine sur le même groupe, il semble évident que tu progresseras plus vite. Bon, et si tu t'entraînes depuis un moment, tu n'as bien évidemment pas eu besoin d'une étude pour comprendre qu'un entraînement à l'échec te marbre bien plus la gueule qu'un entraînement intense mais avec marge. Pour terminer cette vidéo, je te fais un petit retour sur mon expérience. Concrètement, j'ai expérimenté tout type d'échecs. Quand je m'entraînais en force athlétique, j'étais très régulièrement en échec nerveux, voire en échec postural. Et sur cette période, j'ai bien dû me blesser une dizaine de fois. Presque tout le temps au même endroit, au bas du dos, juste avant mon sacrum, le grand classique. Bon, c'était pas des blessures dramatiques bien évidemment, mais j'étais toujours freiné dans mes progrès. Alors bien évidemment, j'étais jeune, inexpérimenté, j'allais chercher des intensités de série énormes à chaque séance, cumulées à un gros volume, et forcément ça fait pas bon ménage. Malheureusement, même si tu es prudent et que tout est calibré, tirer de plus en plus lourd demande forcément de repousser ses limites. Dans ces sports de force, n'espère pas avoir une quelconque carrière sans blessure. Depuis que j'ai stoppé complètement les séries à très haute intensité, c'est-à-dire en dessous de 5 répétitions, bizarrement je me blesse plus. En revanche, mon intensité de série a elle énormément progressé et j'arrive à aller de plus en plus loin dans mes efforts sans pour autant me mettre en danger. En effet, j'ai supprimé un maximum de facteurs limitants en sélectionnant mieux mes exercices, mes fourchettes de répétition, mes charges et la marge que je dois m'imposer par série. Je gère également beaucoup mieux mon énergie au cours de ma séance avec la méthodologie que j'utilise, qui suit cette fameuse énergie. Par contre, je ne prône pas l'exécution parfaite, parce que comment définir celle qui l'est vraiment quand on sait qu'on est tous totalement différents anatomiquement parlant. Rien qu'au niveau de la congruence de l'articulation de l'épaule et de la hanche, des différences importantes vont obligatoirement impacter notre capacité de mouvement, et donc notre exécution directement. Une amplitude de mouvement normale chez un individu peut être absolument impossible chez son voisin. Pour résumer, l'exécution et l'amplitude sur un mouvement est individuelle. Elle doit être la plus grande en fonction de tes capacités et pas en fonction d'une norme ou de celle de ton voisin. Elle doit te permettre de progresser. En ce qui concerne les tempos d'exécution, j'ai un avis assez tranché. Une fois l'amplitude, la stabilité et la trajectoire acquises, ne cherche pas trop à ralentir tes mouvements, voire pas du tout. Bien évidemment, tu dois conserver une forme d'exécution optimale en fonction de ta norme, tout en conservant un maximum de vitesse, au moins en phase concentrique. Ralentir légèrement l'excentrique dans un objectif d'hypertrophie, pourquoi pas, mais en revanche, mets vraiment de l'intention de vitesse sur tes phases concentriques. Utiliser des tempos à gogo quand tu es en pleine possession de tes moyens, c'est volontairement sous-performer parce que tu vas devoir utiliser des charges moins importantes et donc limiter ta tension mécanique, qui, je te le rappelle, est un facteur essentiel
voire prédominant de l'hypertrophie. Attention, je me répète, dans une forme optimale qui est ta norme. Ne mets pas le plus lourd possible avec une forme dégueulasse et en essayant de mettre de la vitesse. Là, il n'y aura aucun intérêt. Les 3 variables déterminantes de ta prise de muscle sont désormais en ta possession grâce aux 3 dernières vidéos que je viens de sortir, le volume d'entraînement, les charges de travail et l'intensité de série. Tu sais maintenant à quelle intensité de série tu dois t'entraîner pour optimiser ta progression et éviter de t'épuiser ou de te blesser. Le RIR n'a maintenant plus de secret pour toi et je veux rapidement que tu l'intègres à tes programmations d'entraînement pour que tu apprennes à te laisser de la marge et à quantifier tes efforts. Retiens bien qu'avoir un physique, c'est un marathon et pas un sprint, alors regarde au long terme les progrès que tu peux obtenir en évitant de te griller et en appliquant ce que tu viens d'écouter. Ça y est, la vidéo est maintenant terminée, t'as plus qu'à plancher sur ta programmation d'entraînement. Si t'as du mal ou que tu veux des conseils, n'hésite pas à me contacter par mail, par Instagram ou à prendre un rendez-vous sur le lien Calendly. Et sinon, je te dis entraîne-toi dur, à la bonne intensité et gros bisous.